Bonsoir. Bonjour et bienvenue à tous. Bonsoir. Bonjour. Cette rencontre est enregistrée et sera par la suite publiée sur notre YouTube. Donc, ceux qui ne souhaitent pas être enregistrés, bah, voilà, vous ne mettez pas vos caméras comme ça, on ne vous voit pas. Alors, j'ai tout d'abord un petit message de Laurence Deron, qui est responsable de l'atelier santé-ville de la commune de Valbonne, qui n'a pas pu être là ce soir et qui nous dit donc: depuis 2011, la commune de Valbonne-Sophie Antipolis, en partenariat étroit avec la Mutualité française Sud, propose des ateliers et rencontres pour les parents dans le cadre du dispositif de prévention des conduites à risque. Les parents investis dans le groupe de travail du réseau parents de Valbonne sont réunis par l'atelier santé-ville et le point écoute santé tous les 3 mois afin de fixer les thèmes qu'ils souhaitent aborder avec des spécialistes. Le réseau parents de Valbonne a proposé le thème de la visio-confiance en soi, la gestion du stress. Aussi, nous sommes heureux de vous accueillir en visio ce soir pour cet atelier animé par Justine Lorcelot et Madame Dominique Mayano. Marie-Jo et moi vous souhaitons une très bonne soirée. Donc, je vais vous présenter Dominique Mayano, qui intervient en sophrologie et relaxation depuis plus de 20 ans. Elle est conseillère en images et éducatrice sportive prévention santé. Elle anime des ateliers pour les seniors au sein de la Mutualité française, des ateliers équilibre et des ateliers soins de soi. La Mutualité française Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et les mutuelles qu'elle fédère agissent pour défendre l'accès à la santé pour tous. Et pour cela, elle développe des actions de prévention santé pour répondre aux besoins de santé de toute la population, de la naissance au grand âge. Quelques exemples de thématiques de santé des actions qu'elle développe: les addictions, la santé sexuelle, le bien vieillir, l'activité physique et sportive, l'alimentation, le développement des compétences psychosociales. Au sein de la Mutualité française, je suis responsable de l'activité de prévention et promotion de la santé. Et aujourd'hui, cette rencontre parents en distanciel est une grande première. Alors, je compte sur vous pour couper vos micros et si vous avez des questions, remarques, de les écrire dans le chat. Il y aura des exercices de sophrologie et vous pouvez également prendre de quoi écrire. Je vous souhaite une bonne séance et je laisse la parole à Dominique. Eh bien, on va mettre la première l'autre diapo. Celle-là. Voilà, alors, on va donc aborder, alors avant, comme ça, je parle des thèmes abordés. Voilà, nous allons aborder les thèmes suivants: le stress positif et négatif, comment accompagner nos émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi et la détente, le lâcher-prise. Voilà le programme de la soirée. Donc, nous allons commencer par le stress positif et négatif. Donc, tu peux changer la diapo. Voilà, encore un peu plus loin. Merci. Donc, si vous avez de quoi écrire, vous allez pouvoir définir l'état dans lequel vous êtes en ce moment. En ce moment, c'est aujourd'hui. Comment je suis aujourd'hui? Alors, vous avez 3 émoticônes. La première, c'est « je suis contente, ça va bien ». J'ai le sourire, la banane. La deuxième émoticône, c'est « bon, un état un peu neutre, rien de particulier, je ne sais pas ». Et la troisième émoticône, « je ne suis pas bien, je n'ai pas le moral, j'ai plein de soucis ». Alors, vous allez le faire pour vous-même, hein, on ne va pas montrer à la caméra ni dire ce qu'on a fait, simplement c'est entre vous et vous. Donc, si vous voulez bien, sur votre support, si vous voulez bien dessiner l'émoticône qui vous correspond ici et maintenant, aujourd'hui. Je pense que ça doit être bon pour tout le monde. Alors, pourquoi on va faire cet état des lieux, cette prise de conscience? Eh bien, quand je suis sur l'émoticône, la troisième, où je ne vais pas bien, je n'ai pas le moral, j'ai plein de soucis, si je ne m'arrête pas sur la conscience de mon état, je ne vais rien pouvoir faire pour changer mon état. Si je prends conscience, je fais un peu une pause sur image et je me dis, bon, aujourd'hui, non, je vais pas bien, j'ai pas le moral, je me sens mal, je suis fatiguée, j'ai plein de soucis. Je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour moi pour changer d'état? Même si je ne vais pas passer de la troisième émoticône à la première avec la banane, le grand sourire, mais au moins arriver à transformer mon état où je ne vais pas bien à un peu neutre. Voilà. Donc, pour ce faire, on peut faire différentes choses en fonction de vous, hein. Vous pouvez peut-être faire une technique de détente, lire, sortir, faire du sport, téléphoner à quelqu'un pour vous remonter le moral, etc., etc.
C'est chacun qui doit bien sûr trouver sa solution. Mais cette prise de conscience, c'est la première étape. C'est absolument nécessaire pour justement pouvoir changer des choses. Alors, après, on va là de la petite diapo après, s'il te plaît. Voilà, passer d'un état à l'autre. Alors, vous avez une petite définition du stress. Le stress est une réaction de l'organisme à toute stimulation ou situation qui dépasse les capacités d'adaptation. Alors, quand je suis stressée, eh bien, il va se passer des choses dans mon organisme. Hein, peut-être que je vais avoir la gorge qui se noue, mal au ventre, je vais avoir de la colère, etc., etc. Donc ça, c'est la réaction face à un stress. Alors, le mot stress a été inventé par un professeur physiologiste canadien, le professeur Hans Selye, H-A-N-S, plus loin S-E-L-Y-E, physiologiste, donc canadien, né en 1907. Et lui, il a défini le stress comme le syndrome général d'adaptation, c'est-à-dire la réponse physiologique de l'organisme face à une situation non programmée. Un stress arrive, mon corps va réagir. C'est ce que je viens de vous donner comme exemple. Hein. Donc, si la situation n'a pas été encore envisagée, programmée à l'intérieur de nous, enfin dans notre psychisme, évidemment, on va mettre de l'énergie pour essayer de s'adapter à la situation. On va le voir un peu plus loin. Avant d'aller plus loin, tu peux changer de diapo, s'il te plaît, merci. Vous allez faire un petit exercice là aussi, hein, pour justement prendre conscience de ce qui se passe quand vous êtes stressé. Le stress peut-il être positif ou négatif? Ça, c'est la question. Alors, vous allez pouvoir répondre aux 4 questions vite fait, hein, sur voilà, quand ressentez-vous du stress positif? Pour essayer de prendre un exemple, quand vous avez ressenti dernièrement, par exemple, du stress positif, hein, parce que le stress positif, eh bien, par exemple, je reçois une bonne nouvelle, et ça me rend, j'ai envie de grimper au plafond, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai de l'énergie qui passe dans le corps. Ça peut même me donner des maux de ventre aussi, pourquoi pas. Hein, et pourtant, c'est un stress positif, mais c'est un stress quand même. Donc, quand ressentez-vous du stress positif et comment se manifeste-t-il? Ça, c'est important. Et l'autre question, quand ressentez-vous du stress négatif? Comment se manifeste-t-il? Voilà, je vous laisse plancher un tout petit peu là-dessus. Je ne ramasse pas les copies, hein. C'est juste entre vous et vous. Voilà. On peut même pas dire quand on part en voyage en ce moment. Pour le stress? Pour le stress positif, on peut même pas dire. Ben voilà. Après, on peut trouver des exemples du passé aussi. Hein. Si on n'en a pas des récents, on peut aller chercher un peu plus loin. C'est encore 1 minute ou 2, tranquille. Si vous avez fini, vous pouvez écrire dans le chat, comme ça on voit que vous avez fini. Oui. Tu as stress négatif, contrôle sur ce que je fais au travail. Oui. Dans le chat. Oui, je le vois. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de ce ressenti. Comment je ressens ce stress, qu'il soit positif ou négatif?
parce qu'on a tous stress positif, stress négatif, mais comment je le ressens? Oui, stress positif, un collaborateur sollicité rejoint le projet. D'accord. Thierry. Très bien. On va continuer? Alors, ressenti détente, sourire, oui. Ah, il y a beaucoup de chat, c'est bien. La gestion du temps aussi, effectivement. Alors, on va continuer. Si tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît, Justine. Voilà. Donc, pour expliquer le processus du stress, voici la pyramide du stress. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le stress, c'est une réponse de l'organisme à une situation, à une stimulation émotionnelle, intellectuelle ou physique. Comment ça se passe? Alors, la phase d'alarme qui est tout en bas de la pyramide, c'est la première phase. Un agent stressant, un stimulus extérieur se déclenche, arrive, donc une situation ou autre chose, et va déclencher en nous une activation qui va générer une certaine énergie. Alors, une énergie pas forcément agréable, mais une énergie. Et on va essayer de trouver l'adaptation qui nous convient le mieux pour répondre à ce stress. Par exemple, je me dispute avec quelqu'un. Ça va déclencher un stress. Qu'est-ce que je ressens? Je peux ressentir de la colère, boule dans la gorge, je suis très énervée, j'ai envie de pleurer. Pour sortir de cet état, je vais dépenser de l'énergie pour essayer de m'adapter à ce qui vient de se passer, à ce stress. Alors, il y a 36 000 solutions. Je vais peut-être aller faire un tour pour me calmer, prendre l'air, utiliser une technique de gestion du stress, on en verra tout à l'heure, ou autre chose. Et en fait, donc, je vais dépenser de l'énergie pour trouver une solution. Quand j'aurai trouvé la solution, j'aurai obtenu un nouvel apprentissage qui sera stocké à l'intérieur de mon système d'adaptation. Le stress est alors considéré comme un stress positif parce que j'ai pu trouver une réponse à ce stress et à cette dépense d'énergie. À ce moment-là, je ne monte pas la pyramide, je reste à la phase d'alarme, ce qui me permet de gérer en fait mon stress tout simplement. Donc, si la réponse me convient, le processus est terminé. Maintenant, si la réponse ne me convient pas, c'est-à-dire si je ne trouve pas la bonne réponse à ce stress, je vais rester avec ce stimulus, je vais grimper dans la phase de résistance. Donc, je vais rester avec ce stimulus négatif qui va engendrer d'autres stimuli négatifs, de l'anxiété, de l'isolement, une limitation des intérêts, par exemple, où je vais me dire « je suis nulle, c'est toujours pareil, je n'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi », ce genre de phrases qu'on connaît tous quand même un petit peu, et qui va nous mener donc à cette étape de résistance. Voilà, et donc là, cette étape de résistance, on va être, dans cette étape-là, on est inconsciemment, on peut nier le problème, on peut courir dans tous les sens pour oublier, pour éviter justement d'être confronté au problème, s'absorber dans l'action, ou bien rester dans son coin, ruminer, voilà, ruminer, faire de la victimisation, etc. Et donc, dans cette phase de résistance, il faut dépenser encore plus d'énergie pour pouvoir s'en sortir. Donc, pour éviter justement trop de somatisation. Alors, sur quelques jours, si on garde ce stress et qu'on n'en trouve pas de solution, sur quelques jours, les conséquences sont relativement faibles. Mais quand ça perdure, nous allons finir par somatiser, corporaliser. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça. Et cet état de résistance va nous amener aussi à une coupure de notre conscience, de la conscience de nous-mêmes, à un repli sur soi, c'est ce que je vous disais.
on a envie de s'isoler, que les autres nous fichent la paix. Une diminution de la motivation également. Bref, une autoflagellation aussi, victimisation. Donc, on va dépenser pas mal d'énergie, encore plus que dans la phase d'alarme. Et si on arrive à trouver une réponse adaptée, même au bout de quelques jours, nous réussissons alors à sortir de cet état de résistance où nos capacités se sont pas mal diminuées, c'est-à-dire qu'on a moins de résistance, moins de ressources et on a pris beaucoup sur soi pour justement se défaire de ce stress. Donc, si on arrive à trouver les solutions, on va sortir de cette phase de résistance. L'étape suivante, c'est l'étape d'épuisement. Alors là, quand on monte dans cette étape, on est proche de la dépression, dépression ou déprime, hein. Ça peut être l'un ou l'autre, bien sûr. Tout ce qui constituait notre vie en dehors de nous-mêmes est devenu inaccessible, c'est-à-dire que nos capacités se réduisent, nos ressources, on n'arrive plus à chercher dans nos ressources pour avancer et nous devenons le problème. Du coup, nous perdons toute la conscience de nos possibilités, de nos potentiels, de nos capacités, de nos ressources. Et à ce stade-là, les problèmes de santé, la somatisation et d'autres choses, bien sûr, s'amplifient. La solution, quand on est à ce niveau, c'est de se faire aider, d'aller chercher ailleurs ce qui nous manque. Alors, ça peut être rencontrer un médecin, un thérapeute, essayer de refaire le plein de positif et d'énergie en cherchant ailleurs ce qui nous manque. Alors, ça peut être aussi prendre des vacances, se reposer pour recharger nos batteries, retrouver un état de force. Voilà, c'est un peu comme une pile qui a besoin de se recharger. Quand on est dans la phase d'épuisement, c'est vraiment très, très important de recharger cette pile pour ne pas passer dans cette phase de dépression qui peut engendrer beaucoup de maux. Voilà. Alors, si nous mobilisons nos ressources, nous rechargeons la pile et nous obtiendrons beaucoup plus de résultats à prendre conscience de nous-mêmes qu'à nier notre état. C'est pour ça ce travail sur la conscience de nous qui est très important, qui est à la base de la gestion du stress, c'est prendre conscience de notre état, éviter de nier notre état. Voilà, accepter cet état, mais faire quelque chose aussi pour en sortir. Alors, est-ce que justement, Justine, tu as une petite question à poser là pour les conséquences sur la santé peut-être? Tu peux la poser? Quand vous êtes stressé, quelles sont les conséquences pour vous? Que ressentez-vous? Donc, je vais vous laisser pareil. Alors, soit vous voulez le faire en individuel, répondre sur votre papier, sinon de répondre dans le chat. Quand vous êtes stressé, quelles sont les conséquences pour vous et que ressentez-vous? Colère, repli sur soi, agressivité. Je réfléchis en boucle. Perte de sommeil, oui. Perte d'appétit, perte de confiance. Difficulté à prendre du recul. Quand je sens le stress monter, soit je prends 2 minutes pour me ressaisir, soit ce n'est pas possible. Perte des moyens.
Stress positif, je suis plus efficace. Stress négatif, colère, anxiété. Ça peut aussi faire des maux de ventre, hein, peu importe le stress. Oui, exactement. Palpitations. Tension dans le corps, mal de tête. Oui, beaucoup de choses. Hein. Et je grossis, le stress me fait grossir. Lol, oui. Il peut faire perdre du poids aussi. Il peut faire perdre du poids, ça va dans les deux sens. Merci pour ces partages très intéressants. Alors, je vous parle là un petit peu des conséquences du stress sur la santé à court terme et à long terme. Affaiblissement du système immunitaire, hein. Et ça c'est important quand même face aux maladies. Perte de l'énergie, des capacités de concentration mémoire, hein, on l'a vu dans le chat, certaines personnes en ont parlé. Difficulté d'adaptation aux aléas, agressivité, susceptibilité, déficience du sommeil, anxiété, déprime, dépression, dépendance aux médicaments, à l'alcool ou autres. Atteinte du système cardiovasculaire. Quelqu'un a parlé de la tension et c'est vrai, ça agit énormément sur la tension aussi. Donc, beaucoup de choses, hein, le stress. Donc, pour éviter de monter sur cette pyramide du stress, il nous faut être au contact de ce que nous ressentons, nos sensations et nos émotions. Alors, peut-être on fait un petit point s'il y a des questions et puis après, justement, on va faire une petite séance anti-stress. Si vous avez des questions, si vous voulez vous manifester. Des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Pardon. Allez-y. J'ai le droit d'ouvrir le micro, voilà. J'ai une petite question. En fait, de ce que j'ai compris au vu de la pyramide, c'est qu'à posteriori, qu'on sait que c'est un stress positif ou négatif. C'est quand on n'arrive pas à monter c'est quand on en monte dans la pyramide finalement, oui, il devient négatif. C'est ça. Si on reste à la base, il est positif. Voilà. Quand vous restez sur la phase d'alarme, vous trouvez des solutions, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et donc vous trouvez une adaptation au problème, au stress. Et donc, du coup, c'est un stress positif puisque vous avez trouvé une réponse au stress. Donc, finalement, pardon, oui. Ouais, donc je le comprends comme étant a posteriori, c'est-à-dire il y a un événement qui arrive, oui. Il est stressant, je ne sais pas s'il est négatif ou positif. Alors, en fait, l'événement qui arrive, ça peut être un événement positif, mais qui va quand même engendrer un chamboulement dans notre corps, etc. Hein, mais in fine, c'est vrai que le stress positif reste dans la phase d'alarme. Par contre, si on commence si on ne trouve pas d'adaptation à ce stress positif, il peut donc devenir négatif. On va monter dans la phase jusqu'à la phase d'épuisement. Mais en général, le stress positif, par exemple, j'ai une bonne nouvelle ou Dominique, est-ce que tu peux prendre l'exemple, par exemple, d'un déménagement qui peut être très positif ou très négatif, parce ça fait du stress, mais ça peut être une bonne nouvelle. Très bien, Justine, tout à fait. Ouais. Oui. Voilà, c'est un très bon exemple parce que ça peut provoquer les deux stress. À la fois, peut-être, on est super content de déménager, mais ça nous crée plein de problèmes parce qu'il faut organiser, il faut s'en occuper. Et puis, on va un peu vers l'inconnu. Il faut retrouver des points de repère dans un autre lieu. Et donc, au départ, ça peut être un stress positif qui finalement peut se transformer un petit peu en stress négatif. En général, on trouve la capacité d'adaptation à ce genre de stress et on va rester dans la phase d'alarme. Hein, voilà, normalement. Mais après, si on ne reste pas, si ce stress de déménagement engendre d'autres choses, des problèmes de travail, d'autres problèmes, alors effectivement, on peut monter dans la pyramide du stress. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tu sais, j'ai pas envie de monopoliser la parole, mais c'est juste, je réfléchis, les stress positifs, ils sont clairs, ils sont positifs, bon, Ouais. mais le négatif,
parfois, si on arrive à juguler, à rester en bas, c'est Oui. bon, mais c'est Oui. quand ça monte, ça devient problématique. Je pense par exemple à un cas dans ma profession. Oui. On a beaucoup de stress d'échéance, des deadlines au fait, de projets. Oui. Et en fait, quand on arrive à respecter les échéances, c'est très bien, on est content même, on a une bonne estime de soi, on est content. Mais c'est quand on les rate et on monte dans la pyramide et ça devient un stress négatif. Oui. Et du coup, la prochaine expérience, on l'aborde avec beaucoup d'appréhension. Bien sûr, parce que vous restez un petit peu sur ce que vous avez vécu, alors qu'en fait, toutes les situations sont complètement différentes. À chaque moment, on vit des choses différemment et donc vous pouvez aussi, travailler sur, on peut aussi travailler sur renforcer, nos capacités, nos ressources et notre positif pour, mieux aborder, une autre situation du même style, hein. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail sur le renforcement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de nos capacités, et cetera. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique? Je pense, Dominique, que tu peux continuer. Je Alors, remets le oui, PowerPoint. voilà. On va arriver donc, à notre, séance de sophrologie. Donc, où on va justement travailler sur être conscient de soi, se concentrer sur soi, évacuer du négatif, ça c'est une bonne nouvelle, hein, et engranger du positif, alors ça c'est encore une super bonne nouvelle. Voilà, justement, pour apprendre à se débarrasser de ce qui nous fait du mal et essayer de développer notre positif. Alors, je vais vous expliquer comment va se passer la séance. Tout à l'heure, nous fermerons les yeux quand je commencerai la séance. Je vais vous guider pendant toute la séance. Vous serez juste fixé sur ma voix. Je ne vais pas vous montrer à l'écran les exercices parce qu'on ne se voit pas beaucoup, c'est compliqué. Mais je les guide, donc même si vous vous trompez, vous allez voir que je répète plusieurs fois l'exercice et que vous allez vite comprendre. L'important, c'est d'essayer de ne pas trop analyser, mais d'être dans le ressenti, dans votre corps, dans les sensations corporelles. Voilà. Donc, nous allons nous installer confortablement. J'espère que tout le monde entend bien. Confortablement, ça veut dire que je vais bien appuyer mes pieds sur le sol, mon dos sur le dossier. Je vais relâcher un peu mes épaules, relâcher ma nuque. Voilà. Et je vais fermer les yeux. Nous allons prendre tout d'abord conscience, porter notre attention sur notre visage, sur nos épaules et sur nos bras. Simplement en portant notre attention sur les différentes parties de notre corps, elles vont se relâcher sans notre intervention. Puis nous prenons conscience de notre gorge, de notre nuque. Nous les laissons se relâcher. Nous prenons conscience de notre dos. Nous prenons conscience de notre thorax, de notre abdomen. Nous prenons conscience de notre respiration, calme, profonde. Nous prenons conscience de la moitié inférieure de notre corps, notre bassin, nos jambes, nos pieds. Nous prenons conscience de tout l'ensemble de notre corps.
Et nous nous installons au-dedans de nous-mêmes, au bord même du sommeil. Exercice de tension-détente. Nous prenons conscience du côté droit de notre corps, de la plante du pied jusqu'au sommet du crâne. Et nous allons tendre notre bras, notre jambe, notre pied, fermer notre poing fortement. Même si nous le faisons à peine au niveau du mouvement, mais nous tendons fortement, nous serrons fort. Nous gardons la tension quelques instants et quand nous voulons relâcher, nous relâchons tout d'un coup comme si on coupait un fil. Deuxième fois à droite, nous tendons moyennement fort, un peu moins fort, le côté droit de notre corps. Nous relâcherons quand nous le souhaiterons d'un coup. Troisième fois à droite, nous tendons légèrement le côté droit de notre corps. Nous relâcherons quand nous le souhaiterons d'un coup. Puis pendant quelques secondes, nous accueillons les sensations du côté droit. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Nous accueillons toutes les sensations corporelles. Nous prenons conscience du côté gauche de notre corps, de la plante du pied jusqu'au sommet du crâne. Et de la même façon, nous tendons fortement le côté gauche de notre corps, en serrant le poing fortement, tendant un peu la jambe, le bras. Nous relâcherons d'un coup quand nous le souhaitons. Deuxième fois à droite, à gauche, nous serrons moyennement fort. Nous relâcherons d'un coup quand nous le souhaitons. Troisième fois, tension légère. Relâcherons d'un coup quand nous le souhaitons. Nous accueillons les sensations du côté gauche. Prenons maintenant conscience de tout l'ensemble de notre corps. Et nous allons tendre fortement tout notre corps, y compris le visage en faisant la grimace. Et nous relâcherons d'un coup à notre rythme. Deuxième fois, moyennement fort. Troisième fois, tension légère. Pause d'intégration. Nous relâchons encore un peu plus tout notre corps. Et simplement, nous accueillons toutes nos sensations corporelles.
Exercice du karaté avec déplacement du négatif à l'expiration. À l'expiration, nous déplacerons tout le négatif qui nous limite. Le déplacerons hors de nous, loin de nous. Pour ce faire, nous plaçons notre poing droit sur la poitrine. Nous inspirons, nous retenons la respiration. Dès que nous avons besoin d'expirer, nous lançons le bras vers le sol en déplaçant le négatif hors de nous, loin de nous et en soufflant fort. Deuxième fois à droite, plaçons le poing sur la poitrine. Inspirons, retenons la respiration. À l'expiration, lançons le bras en déplaçant le négatif hors de nous, loin de nous. Avec le poing gauche sur la poitrine, inspirons, retenons la respiration. À l'expiration, déplacement du négatif hors de nous, loin de nous en lançant le bras. Une deuxième fois à gauche, à notre rythme. Avec les deux poings sur la poitrine. Inspirons, retenons la respiration. À l'expiration, déplaçons le négatif hors de nous, loin de nous. Une deuxième fois. Nous accueillons toutes nos sensations corporelles. Dernier exercice, sophro-respiration synchronique. Nous allons porter notre conscience sur notre respiration, sans la modifier. Simplement, nous observons l'inspiration et nous observons l'expiration. Puis, chaque fois que nous inspirons, nous évoquons, nous associons le mot harmonie à l'inspiration et à l'expiration, nous diffusons l'harmonie dans tout notre corps, dans tout notre esprit. Inspiration, évocation, harmonie. Expiration, diffusion dans notre corps, dans notre esprit. Continuons. Puis à l'inspiration, nous évoquons le mot confiance en soi. Et à l'expiration, nous diffusons la confiance en soi dans tout notre corps, dans tout notre esprit. Inspiration, confiance en soi. Expiration, diffusion dans notre corps, dans notre esprit. Puis tout doucement, nous respirons un peu plus profondément. Nous laissons venir de petits mouvements avec nos mains, avec nos pieds.
avec notre tête. Nous laissons venir des étirements, des bâillements, des soupirs. Nous prenons bien le temps pour ce moment de récupération et à notre rythme, nous pourrons ouvrir nos yeux. Bonjour tout le monde. Voilà la petite séance de sophrologie. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur le chat ou pas, comme vous voulez. Quelques mots pour dire dans quel état vous vous sentez après la petite séance. On prend juste quelques minutes pour ça, si vous voulez. Détente, oui. Reposez zen, bien. Merci beaucoup pour ce temps détendu, calme, sereine. Voilà, donc c'était pour expérimenter un peu ces exercices que l'on peut faire très facilement au quotidien, en peu de temps, sans forcément faire tous les exercices. On peut en prendre qu'un seul, ne serait-ce que celui du karaté qui va nous permettre justement d'évacuer le stress, qui est vraiment excellent, essentiel. Oui, un temps où l'esprit s'apaise, merci. Dominique, on a Oui. Thierry qui demande comment on peut se détendre si on a nos fils à côté. Ah! Est-ce qu'il y a une façon de faire cet exercice de sophrologie avec du bruit autour, avec les enfants autour? Alors, avec un peu d'entraînement, on arrive à faire abstraction. Après, c'est pas l'idéal au démarrage pour s'entraîner, d'avoir du bruit à côté, effectivement. Mais peut-être que les fils peuvent faire l'exercice du karaté avec vous. Ça va peut-être leur plaire. Je sais pas quel âge ils ont, mais les enfants aiment bien aussi. Merci Ingrid. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est bien de s'isoler dans un premier temps pour faire un peu d'entraînement. Ah, ma fille vient de le faire avec moi. Super. Bravo. Bien. Alors, ben, moi je dors là maintenant, ça y est. Hein. On va passer donc comment accompagner nos émotions. On refera un petit exercice de sophrologie après. Hein. C'est pas fini la sophrologie. Le souci, c'est que j'ai mis un casque. J'étais en solo. Oui. Alors, comment accompagner mes émotions? Ce qui est important quand on a une émotion, c'est d'en tenir compte, d'en prendre conscience. Hein. Je reviens encore à cette notion de conscience, hein, comme au début, conscience de notre état. Parce que si j'en prends conscience, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, tout d'abord, ce qui est important quand une émotion arrive, c'est de l'accueillir. Qu'elle soit agréable ou désagréable, je vais accueillir cette émotion parce que si elle est là, c'est que il s'est passé quelque chose, c'est qu'il faut bien que les choses s'expriment. Hein. Et donc, on va s'accorder le droit de vivre cette émotion. Bien sûr, quand on vit une émotion, si on a des personnes à côté de nous, on peut, une émotion qui peut être un peu violente, on a peut-être envie d'être désagréable, d'avoir des mots blessants, hein, ça peut arriver aussi. Donc, mais on va essayer aussi de ne blesser personne dans l'accueil de cette émotion. C'est pas facile à faire, hein, ça je vous l'accorde. En tout cas, accueillir l'émotion, c'est important et ne pas se juger, ne pas se dire oh là là, j'ai encore ça qui m'arrive, cette émotion, je suis encore en colère ou je suis encore jalouse ou je suis encore comme ceci, comme cela. Donc en fait, je l'accueille et j'essaye de ne pas me juger. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, on revient à l'observation et au ressenti. Je ressens, qu'est-ce qui se passe quand cette émotion m'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Vous l'avez fait tout à l'heure, hein, dans le petit exercice. Donc, qu'est-ce que je ressens? J'observe simplement ce que cette émotion produit dans mon corps.
respirer en conscience. Alors, je respire en conscience, c'est-à-dire que pour éviter de trop rentrer dans l'émotion, je vais me brancher sur ma respiration, ce qui va avoir pour conséquence immédiate de la ralentir un peu, de la remettre un petit peu à sa place. Et donc, en même temps, je vais observer ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge dans mon corps quand je respire. Hein, voilà, on a appris tout à l'heure, à la fin de la séance de sophrologie, la respiration avec un mot positif. Il y a d'autres formes de respiration que l'on peut apprendre aussi. Et la dernière étape, une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai accueilli l'émotion, que j'ai observé, ressenti, que j'ai respiré, je peux revenir vers les autres et remettre de l'équilibre autour de moi. Parce que si j'ai été désagréable avec les autres, parce que je me suis emportée suite à cette émotion, eh bien, je peux aussi demander pardon pour les perturbations occasionnées, par exemple. Me dire aussi que je m'aime pour qui je suis. Alors, l'émotion a débordé, mais l'émotion, ce n'est pas moi. C'était à ce moment-là, simplement. Hein, d'accord? Ça ne me fige pas avec une étiquette. Hein. Donc, voilà. Et puis, on n'essaie pas forcément non plus de nommer cette émotion, de savoir pourquoi, comment. Non, on peut simplement observer, ressentir, respirer et puis laisser partir l'émotion. Voilà, ça ne se fait pas toujours tout de suite, hein, c'est sûr. Voilà, c'était le petit paragraphe des émotions. On peut changer de diapo. Alors, on va maintenant donc parler Est-ce qu'on ouvre aux questions peut-être s'il y a des questions oui, sur... oui, oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la thématique des émotions? Je n'ai pas l'impression. Bon, on va continuer alors parce qu'il y en aura peut-être plus sur ce chapitre-là d'estime. Non, c'est clair, et bien, très bien. Sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Donc, on va passer à la pyramide de Maslow. Cette pyramide, donc, c'est la théorie de la motivation qui a été élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par Abraham Maslow, psychologue. Et donc, c'est la pyramide de nos besoins. En bas de la pyramide, on a tous les besoins physiologiques, c'est-à-dire c'est vraiment notre base. S'il nous manque des besoins physiologiques, si on n'arrive pas à les avoir, hein, comme par exemple manger, dormir, respirer, eh bien on ne peut pas avancer, on ne peut même pas vivre. Donc c'est vraiment la base de la pyramide, ce sont tous les besoins physiologiques. Hein, l'élimination, le sommeil, la respiration, la faim, la soif, la sexualité en fait partie aussi. Voilà, ça c'est ce qui nous constitue tous et ce dont on a tous besoin, à plus ou moins grande importance, mais on a tous besoin de ça. Au-dessus du besoin physiologique, il y a donc le besoin de sécurité. Alors, le besoin de sécurité, eh bien, être dans un environnement stable et prévisible. Alors, c'est quoi? Eh bien, ça peut être habiter quelque part, hein, quand on est SDF, quand on n'a pas de logement, le besoin de sécurité, on ne l'a pas en général, hein, c'est compliqué. Donc, avoir un appartement, avoir éventuellement un travail, être dans un environnement donc stable et prévisible. Si on est dans quelque chose d'équilibré, voilà, on a ce besoin de sécurité, il est assouvi, et donc on est dans un certain équilibre. Après le besoin de sécurité, il y a le besoin d'appartenance. Ça, c'est quand on monte un peu dans la pyramide. On a tous besoin d'appartenir, eh bien, par exemple, à des groupes. Hein. On a tous besoin d'appartenir à une famille, à un groupe associatif, à un groupe de travail, à quoi d'autre, à un groupe de loisirs. Voilà, on a besoin de l'affection des autres, on a besoin d'être entouré et de faire partie d'un groupe, quel qu'il soit. Et ça fait partie de l'équilibre. Quand on avance en âge, eh bien, il y a des personnes qui s'isolent beaucoup, qui ne font plus partie de groupes, qui ont peut-être pas trop de famille et qui se retrouvent seules. Et
c'est souvent très compliqué et donc ça peut amener quand même une grande détresse, le fait de ne plus être en contact avec les autres. Donc ce besoin d'appartenance est extrêmement important toute notre vie, hein, de bébé jusqu'à notre mort, c'est vraiment important. Ensuite, en montant dans la pyramide, on a aussi le besoin d'estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi, la reconnaissance et l'appréciation des autres, être reconnu. Ça doit vous parler, ça aussi. On a tous besoin, hein, d'être reconnu dans ce que l'on fait, au sein de notre famille, au sein de notre travail, au sein de nos amis, etc. Et puis, le dernier palier, le besoin de s'accomplir. Et quand on est tout en haut de la pyramide, on est dans la réalisation de soi, l'accomplissement de soi. Et donc, ça, c'est réaliser des choses que l'on n'a peut-être jamais réalisées. Ce n'est pas forcément des choses extrêmement… je ne vais pas monter jusque dans l'Himalaya, par exemple, si je ne sais pas le faire. Mais ça peut être une petite chose qui nous fait plaisir et qui nous permet de nous accomplir parce qu'on avait envie de le faire et on l'a réussi, on l'a fait. Voilà. Tout ça, c'est un équilibre. C'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette théorie de la motivation. S'il me manque un palier, eh bien, je ne trouve pas forcément mon équilibre total. Donc, il faut un petit peu aller travailler sur chaque niveau. Le besoin physiologique, ça c'est extrêmement important. La sécurité aussi. Donc, si on est un peu en manque, il faut essayer de se mettre dans cette sécurité, comme on peut se faire aider aussi. Et puis après, grimper doucement dans la pyramide pour être dans l'accomplissement de soi. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques notions, merci. L'estime de soi, la confiance en soi. Alors, s'accepter, s'aimer, pouvoir aimer les autres. Ça, c'est tout ce qui est estime de soi et confiance en soi, hein. Si je m'accepte, si je m'aime, je peux aimer les autres aussi. Et parfois, on a du mal à s'aimer et on fait un travail sur nous-mêmes et on arrive ensuite à s'accepter et à s'aimer. Et donc ça, c'est vraiment très important. Conscience de sa propre valeur. On a tous une valeur. Nous sommes tous des individus différents à part entière. Il n'y en a pas deux pareils dans le monde entier. Et justement, c'est ce qui fait notre propre valeur. Et d'avoir conscience de notre valeur avec nos qualités, nos défauts, eh bien, c'est important pour l'estime de soi. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas confondre avec l'ego, hein, je ne parle pas de ça. C'est vraiment, on a tous des valeurs. On a appris des choses, on a appris à lire, on a appris à écrire quand on était enfant, on a appris à faire du vélo, du ski, je ne sais pas, autre chose, à conduire. Donc, on a tous des valeurs, des apprentissages qui nous constituent, qui font notre valeur. Alors, pour renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, c'est bien d'avoir évidemment un auto-jugement positif, mais aussi négatif. Être conscient de ses limites, c'est ce qui est en dessous. Être conscient de ses limites, c'est important. Si je n'ai aucune conscience de mes limites, déjà, ça veut dire que je pense que je suis parfaite, ce qui n'est pas possible. Normalement, ce n'est pas possible. Donc, avoir conscience de ses limites, c'est avoir un regard juste envers nous-mêmes, donc sans jugement négatif, simplement en accueillant ce qui est là. Voilà, j'ai certaines limites et si je reconnais mes limites, je vais pouvoir les dépasser. Si je ne vois pas mes limites, je ne les dépasserai jamais. Voilà, donc ça, c'est intéressant, ce travail sur les limites aussi. Et puis, donc, la notion de l'estime de soi, c'est aussi avoir une opinion réaliste de soi, c'est ce que je viens de dire, avec ses qualités et ses défauts. Il y a plein d'exercices qui nous permettent de travailler tout ça. Évidemment, là, ce soir, on ne peut pas faire tout ça, hein. C'est juste une petite approche, mais c'est quand même très intéressant de travailler sur tout ça pour se renforcer. Voilà. Et donc, voilà pour ça. Alors, valable, alors là, il y a plein de notions. Valable, capable, aimable. Eh bien, toutes ces capacités, ces valeurs, voilà, tournent un petit peu autour de l'estime de soi, la confiance en soi, l'acceptation de soi et l'affirmation de soi, hein. Voilà, acceptation, estime de soi, acceptation, valeur, conscience, qualité, amour, valable, capable, aimable.
c'est important. Alors, on ne peut pas avoir tout ça, bien sûr, hein, c'est difficile de s'occuper de tout ça, mais on peut vraiment progresser dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, bah, si je manque d'estime de moi, je vais travailler un peu là-dessus. Si j'ai un mauvais jugement, je suis tout le temps en train de me juger, je vais essayer d'être dans l'acceptation de moi, par exemple. Si je ne vois que mes défauts, bah, je vais essayer quand même de voir un peu des qualités, hein, parce que j'ai pas que ça, je suis pas toute noire ou toute blanche, il y a aussi des qualités, voilà. Et puis l'amour de soi, c'est important. Commencer par s'aimer soi-même tel que l'on est va nous permettre d'aimer les autres aussi et d'aller vers les autres. C'est un tout. Alors là, il y a peut-être des questions du coup. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. N'hésitez pas à prendre la parole Oui, si aussi. vous voulez, ou sinon dans le chat. Pardon, je peux poser une question? Bien sûr, avec Est-ce plaisir. que, ouais, est-ce que le stress répété, j'imagine, si on sent qu'on ne monte pas dans la pyramide, peut altérer l'estime de soi, peut avoir un impact enfin, sur l'estime de soi? Ben, alors le stress, en fait, si on est tout le temps stressé, c'est que déjà on n'est pas dans la bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire que toutes les émotions qui arrivent, on se les prend en pleine figure, tous les stress, les émotions. Donc il faut travailler un peu sur la prise de recul, hein, pouvoir voir les choses avec un peu de distance. Parce que si on est trop collé à l'émotion, eh bien ça, évidemment, hein, ça augmente le stress et ça joue aussi sur l'estime de soi. Tout est lié, hein, c'est un peu interactif tout ça. Oui, je pense particulièrement à des situations des personnes qui sont au Oui, travail soumises à une pression oui, de travail où on leur met des challenges ou des objectifs limite inatteignables et donc ils sont tout le temps sous stress et puis à bout d'un moment, il y a un problème sur intérieurement en fait, l'estime de bien sûr. soi, se remettre en cause. Oui, oui, tout à fait. L'idée, si vous voulez, c'est parce que le stress, il y en a, notamment dans les entreprises, il y a de la pression, etc. Mais c'est nous, notre attitude à nous, comment on vit ce stress. Si on arrive à prendre de la distance, à gérer ce stress, eh bien, cette pression, on va la vivre mieux. Hein, donc c'est vraiment, ça part c'est à partir de nous. Voilà comment on va prendre les choses. Alors c'est pas facile, hein, faut s'entraîner un petit peu, bien sûr. Mais si je prends la pression ou ce qu'on me demande d'une façon réactive avec tout mon émotionnel, c'est vrai que ça va altérer et ma santé et mon psychisme. Si j'arrive à prendre du recul, ben, je prendrai les choses beaucoup mieux. Donc, c'est tout un travail. Alors, excusez-moi, j'ai une autre question, existe-t-il des exercices pour augmenter l'estime de soi? Comment l'école? J'ai pas vu la suite. Comment l'école peut faire monter ou baisser l'estime de soi par rapport à nos enfants? Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des petits trucs hein, pour les adultes et pour les enfants pour renforcer l'estime de soi. Tout à l'heure, à la fin de la séance, on va vous donner une bibliographie où justement, je vais vous conseiller quelques bouquins qui peuvent vous aider pour vos enfants, pour leur apprendre à se détendre, à positiver aussi. Hein. Mais nous-mêmes, on peut faire un petit exercice qui est très simple et qu'on peut faire aussi avec nos enfants. Tous les soirs, on jette un petit regard sur la journée que l'on a eue et on trouve 3 choses qui ont été positives pour nous. 3 choses positives pour nous. Et on les note dans un petit carnet qu'on va reprendre tous les soirs. Et ça, même avec les enfants, vous pouvez le faire. Et ça va leur donner l'habitude de voir aussi des choses positives dans leur journée, de les mettre en évidence. Et pour nous adultes, c'est très important de prendre conscience du positif. Ça a l'air bête cet exercice, je vous assure qu'il est très très efficace. Hein. Donc 3 choses positives pour soi, c'est-à-dire ce matin, j'ai ouvert les volets, j'ai entendu un oiseau chanter ou j'ai vu le soleil se lever. Oh là là, ça m'a fait du bien. Ça a duré 1 minute, mais ça m'a fait du bien. Mais ça peut être ça. C'est pas forcément quelque chose d'énorme. Ça peut être des petites choses.
Nous le faisons dans notre famille de manière orale. Thierry, super. Voilà, ça peut être ça. Alors ça, c'est très bien si vous le faites déjà. Oui, 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 on peut le faire aussi de manière orale avec les enfants surtout, hein, pour ne pas rajouter de l'écriture peut-être à la discussion. D'accord. Après, avec 3 kiffs par jour, oui. Oui. avec à Valbonne, avec la médiathèque, peut-être de se renseigner. Je pense qu'il doit y avoir énormément de jeux Oui, à faire en famille voilà, sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions. absolument. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour à la médiathèque. Tout à fait. Voilà, si vous avez d'autres questions, parce qu'après, on va refaire une petite séance de sophrologie. Ça, vous allez bien dormir après. Moi, je voulais juste, je rebondis sur ce qu'a dit la personne tout à l'heure par rapport au Oui, stress au travail et par rapport au fait de pouvoir prendre la distance. Et oui, je trouve que là où ça peut devenir, enfin, on le voit aussi avec les ados, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, les ados que j'ai pu avoir, je les ai trouvés beaucoup moins stressés que je n'ai pu être face à l'école. Et que cette espèce de nonchalance est pas forcément toujours bien reçue, en fait. Et qu'en fait, on se rend compte qu'on a été aussi habitué à être dans une espèce quand même d'atmosphère de stress qui parfois est confondue un peu avec une implication, etc. Et on peut se faire prendre aussi à ce jeu-là. Et mhm, qu'effectivement, prendre de la distance, c'est tout un équilibre entre arriver à prendre de la distance et du recul pour moins être impacté, sans pour autant que les autres aient le sentiment qu'on on s'en fout un peu, en fait, quelque part. oui, Mais voilà, il y a une limite qui est un peu délicate là, oui, une frontière, pas oui, évidente voilà. toujours. Oui, oui, tout à fait. Il faut arriver à trouver sa propre frontière. Et c'est vrai que le stress est un moteur aussi, hein. C'est un moteur, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui le stress positif, c'est une énergie qui nous porte aussi. Donc, c'est un peu compliqué entre le lâcher prise et puis quand même aller de l'avant et puis cette énergie aussi ou bien par rapport aux ados, la nonchalance que l'on peut. C'est vraiment, effectivement, la limite, elle n'est pas facile à sentir. Je crois que c'est très personnel, cette limite à découvrir. Merci Isabelle pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on en aura peut-être à la fin de la séance de sophro? Je surveille l'heure parce qu'on est obligé. Eh ben, qu'est-ce que tu en penses, Justine? On fait la séance de sophro? Allez, hein, on La va, comme ça, ils dernière. vont bien dormir. Je pense qu'ils Vous vont avez te bien dormi. remercier. Alors, on va faire. Du coup, invitez vos enfants, invitez tout le monde comme ça. Voilà, comme ça, après, tout le monde au lit. On n'en parle Voilà. plus. Alors là, on va faire 2 exercices différents que je vais vous expliquer. Alors, il y en a un qui est un petit peu compliqué. Je vous en parle avant que vous fermiez les yeux. Si vous me voyez, je vous le montre. Donc, c'est un exercice de gestion du stress. C'est pour se vider la tête. Oh, merveilleux. Quand on a le mental qui galope, vous savez, quand on a la cocotte minute pleine, qu'on n'en peut plus de réfléchir ou d'avoir des soucis, eh bien, ça va vider, ça va libérer le mental. Donc, c'est l'exercice du nez. Je vous le montre comment on le fait. Mais je vous guide après. Hein. On va boucher les narines avec les pouces. On va inspirer par la bouche, hein, puisque le nez est bouché. Donc, on inspire par la bouche. On retient la respiration. On tend un peu le corps vers l'arrière et on va descendre vers l'avant. Alors, normalement, il se fait debout, mais on va le faire en position assise. On descend et quand on a besoin d'expirer, on lâche les bras et on va souffler par le nez. Donc, je vous le répète, on bouche les narines, on inspire par la bouche, puisqu'on ne peut pas inspirer par le nez, c'est bouché. On retient la respiration, on tend le corps en arrière, on va descendre vers l'avant à poumon plein. Dès qu'on a besoin d'expirer, on va lâcher les bras, la tête, on va souffler par le nez. Cet exercice, en principe, ne se fait pas en position assise. Là, on est obligé, hein, puisqu'on est devant l'écran. Mais il faut le faire debout. Ce sera beaucoup mieux. Alors,
Après, peut-être ceux qui veulent le faire debout, faites-le debout. Hein. Oui, si vous voulez le faire debout, vous n'avez pas besoin d'être devant l'écran. Hein, je vous le fais debout si vous voulez. Donc, cet exercice va évacuer notre mental. Ça fait beaucoup de bien. Ça gère très, très bien le stress. Et ça, c'est le premier que l'on va faire. Et le deuxième, c'est l'exercice des épaules qui va relâcher toutes les tensions du cou, de la nuque, des trapèzes. Quand on est en plus souvent devant l'écran en ce moment, peut-être plus que d'habitude, ou quand on est stressé, on a tendance à serrer les épaules, le cou et après avoir des douleurs dans le dos, dans le haut du dos. Donc cet exercice-là va lâcher toutes les tensions et les douleurs. Donc il est simple, on va juste lâcher les bras, les épaules, on va lâcher la tête vers l'avant. Nous allons inspirer, donc là comme vous voulez, vous inspirez. Vous retenez la respiration et à poumon plein, on va secouer les épaules. On va hausser des épaules en mouvement continu. Et quand on a besoin d'expirer, nous allons nous redresser pour expirer. Celui-là, il fait beaucoup de bien. Je vous guide, on va les faire avec les yeux fermés. Voilà. Eh bien, on va s'installer confortablement. Alors, je vais vous faire une prise de conscience du corps un peu différente. Nous allons commencer par porter notre attention sur nos pieds installés sur le sol. Essayons de sentir, de ressentir le contact de nos pieds sur le sol. Si nous sommes en position assise, nous prenons conscience du contact de nos cuisses, de nos fesses sur le siège. Prenons conscience du contact de notre dos sur le dossier si nous sommes en position assise. Et nous prenons conscience du contact de nos bras, de nos mains, là où elles se trouvent. Exercice du nez. Nous bouchons les narines avec les pouces. Nous inspirons par la bouche, nous retenons la respiration, nous tendons légèrement le corps en arrière. À poumon plein, nous descendons vers l'avant et quand nous avons besoin d'expirer, nous lâchons les bras, la tête et nous soufflons par le nez. Puis en respirant normalement, nous remontons lentement. Une petite pause. Deuxième fois, bouchons les narines. Inspirons par la bouche. Retenons la respiration, tendons le corps en arrière. Descendons vers l'avant, toujours poumon plein. À l'expiration, nous lâchons les bras, la tête et soufflons par le nez. Remonterons lentement la tête en dernier. Et nous allons le faire une troisième fois à notre rythme. Inspiration par la bouche, expiration par le nez. Nous remontons doucement. Et nous prenons juste conscience, quelques instants, de toutes nos sensations corporelles. Puis, exercice des épaules. Nous penchons légèrement le buste, la tête est relâchée, les épaules, les bras sont relâchés. Nous inspirons, nous retenons la respiration. À poumon plein, nous haussons des épaules dans un mouvement continu. À poumon plein.
Lorsque nous avons besoin d'expirer, nous nous redressons et nous expirons. Plutôt par la bouche. Deuxième fois, penchons le buste, inspirons, retenons la respiration à poumon plein, mouvement des épaules. Conscience de nos épaules, conscience du mouvement. Nous nous redresserons pour expirer. Et nous allons le faire une troisième fois à notre rythme. Puis nous respirons un peu plus profondément. Nous bougeons doucement nos mains, pieds, notre tête. Laissons venir étirement, bâillement, soupir. Et à notre rythme, nous pouvons ouvrir nos yeux. Est-ce que tu veux demander encore les réactions? Si vous voulez marquer par chat. Alors, les exercices que nous avons fait aujourd'hui, normalement, hein, Justine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu vas leur envoyer par mail. Je vais préparer un petit document, c'est ça? Je peux. Voilà. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Non, mais c'est bien de le faire après la séance, quoi. C'est pas comme ça, ils ont testé la séance et puis vous aurez les petits exercices pour vous entraîner à la maison. Ce sera déjà une approche. Ah, merci Thierry. Il a mis un. Merci Thierry. Mais je ne le vois pas. Ben, il a fait le pouce et puis c'est parti après le pouce. Ah, bah d'accord, Là, il je l'ai est vu. fort, c'est Thierry. Ah, je ne sais pas comment il fait, mais moi, je ne sais pas le faire, ça. Je ne m'occupe pas du chat. Bravo. Alors, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas trop de commentaires sur la séance, mais est-ce que vous avez des questions sur la globalité de la petite conférence? Tu voulais pas faire ça là? Qu'est-ce qui vous détend? Il n'y avait pas un moment donné, non? Ah ben oui, je devais le faire avant la séance. Ben, on peut le faire. Est-ce que c'est de le faire après, non? Oui, on peut. Voilà, parce que qu'est-ce qui vous détend? C'est Je me réfléchir. sens dans un coton, Ingrid. Ah oui. Bon, bah, au lit. Ah ben voilà, direct au lit après. Hein. Oui, j'ai zappé cette question. Tiens. C'est pas grave. Mais peut-être qu'on peut la faire là, sauf si tu voulais finir sur la sophro. Mais... Non, on peut la faire maintenant et puis après donner la bibliographie. Oui. Dans les temps, ça va. Donc, en attendant, juste j'ai trouvé quelques jeux à faire en famille, donc j'en profite. Oui. Il y a régulation des émotions, c'est un kit ludique et éducatif pour aider à réguler ses émotions au quotidien. Oui. Vous avez mon cahier anti-stress destiné aux enfants à partir de 7-8 ans et adolescents. Donc là, c'est un éclairage sur le fonctionnement du stress et les outils pour l'apprivoiser. Oui. Vous avez le jeu du papillon pour calmer le stress et l'anxiété chez les enfants. Ce sont des courtes activités à faire avec les enfants grâce à la respiration dans le but de se calmer. Il y a le jeu Le monstre des couleurs qui propose de jouer avec le vocabulaire des émotions tout en racontant des situations associées aux différentes émotions. C'est pour les 3 ans et plus. Et j'ai trouvé le laboratoire des émotions de Placote qui est un jeu pour les 4 à 7 ans. C'est pour les parents qui veulent aider leur enfant à mieux comprendre leurs émotions et celles des autres. Voilà. Bien. Et il y a Thierry qui te demande… Oui, voilà, Thierry, j'ai vu la question. Alors, on peut faire de la sophrologie quand on a besoin, par exemple, les exercices de gestion du stress. C'est bien de les faire, de s'entraîner à les faire un peu pour que quand on a un stress, ce soit là tout de suite, parce qu'il faut un peu d'entraînement pour
pour que ce soit presque un automatisme pour pouvoir s'en servir. Donc, on peut faire une fois par jour. Alors, ce que je vous conseille, ce n'est pas de faire tout seul les 3 exercices d'affilée. Il faut prendre le temps. Donc, quand on fait un exercice, toujours ce qui est important, c'est de fermer les yeux pour mettre le rideau. Si je baisse le rideau, je ferme les yeux, je suis à l'intérieur de moi. Si je garde les yeux ouverts, je suis attirée par la lumière, par les mouvements des uns des autres. Donc, c'est une façon de ne pas être à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, c'est important d'être à l'intérieur. Donc, je ferme les yeux. Je fais, par exemple, l'exercice du karaté 3 fois, 3 fois d'affilée, à droite, à gauche. Là, on l'a fait 2 fois pour aller plus vite. Et je peux le faire 1 fois, 2 fois par jour, quand vous voulez, hein, plusieurs fois. Les enfants, ils aiment bien celui-là, très adapté pour les enfants. Mais je vais vous donner un livre en bibliographie là, qui est super. Je l'ai acheté pour mes petites filles. Je suis grand-mère, hein, j'ai 2 petites filles de 8 ans et 5 ans et donc ça les aide beaucoup. Voilà. Donc après, là, il y avait, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Il y avait une autre question, non? Oui. Quelle différence entre auto-hypnose et sophrologie? Alors, la sophrologie, moi je fais la sophrologie, j'utilise la sophrologie caïcédienne du docteur Caicedo. C'est lui qui a mis au point la sophrologie dans les années 60. Après, il y a différents courants. Et il a utilisé l'hypnose et l'auto-hypnose pour monter sa méthode. Donc, l'auto-hypnose, on est très proche de l'auto-hypnose quand on fait de la sophrologie. Ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, quand on est sur le siège et que l'on se détend, on est très proche de l'auto-hypnose, surtout si on se répète des choses à faire. Voilà. Hein, mais ce n'est pas vraiment de l'hypnose, c'est un petit mélange. Voilà. Ok, du coup, on passe sur qu'est-ce qui vous détend et puis comme ça, après, on Voilà. donne la biblio. Il reste 8 minutes, hein, on est dans les temps. Hein. Eh ben, on est forte. Hein. Qu'est-ce qui C'est vous toi détend? qui es forte. Ah non, non, on a fait une collaboration géniale, là, toutes les deux. Alors, qu'est-ce qui vous détend? Parce que pas forcément que la sophrologie, hein, d'autres choses qui vous détendent peut-être, sûrement. Rire, ah ça c'est excellent, vous avez raison. Marcher dans la nature, faire de la Moi, c'est musique. les bisous de mes enfants et les câlins de mes enfants. Musique, danser, oui, dessiner, bravo. Vous savez déjà beaucoup de choses. Danser, la déco, ouais. Cuisiner, oui. Lire un roman, super. Donc, chacun va trouver sa façon, hein, chanter. Voilà, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous fait du bien. Manger une belle pâtisserie, ah ben oui, on voit la gourmande. Hein. Ce qui est important, c'est d'apprécier ce que l'on fait. C'est d'apprécier ce que l'on fait et d'être conscient de ce que l'on fait. Voilà, si d'aller marcher dans la nature, ça nous détend, de manger une pâtisserie, ça nous détend, mais voilà, c'est bien de se faire plaisir. La détente doit être associée au plaisir aussi. Discuter avec ma mère, oui, ben, vous avez de la chance. Marcher dans la nature, oui. La nature, c'est un bel endroit pour se ressourcer. Hein. Je pense que pour beaucoup de personnes. On peut mettre peut-être la bibliographie, que les personnes ont le temps, mais peut-être que comment ça se passe? Tu leur envoies ou vous copiez les livres qui vous intéressent? Alors, le livre dont je vous ai parlé, alors je vais vous dire un petit peu, hein, Sophrologie et sport, ça c'est le livre de Raymond Abrezol, un sophrologue. Donc ça c'est pour les gens qui s'intéressent au sport, puisque au démarrage la sophrologie a été médiatisée grâce au sport. Jean-Claude Killy, notre grand champion français de ski que tout le monde ne connaît pas, ça dépend des générations, moi c'est partie de la mienne, hein, alors je connais. Quand il a gagné aux Jeux Olympiques, il avait fait une préparation avec la sophrologie. Et c'est à partir de là où on a parlé de la sophrologie un peu plus, ça a été un peu médiatisé. Et donc, beaucoup de sportifs de haut niveau utilisent la sophrologie pour la préparation mentale. Voilà, transformer votre vie par la sophrologie. Celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que vous allez retrouver les exercices que l'on fait là, de base. Mais en même temps, il explique un peu. Monsieur Thierry Loussoirne, il est à la fois sophrologue et professeur de yoga.
Après, vous avez la sophrologie, c'est malin avec un CD à écouter. Ça, c'est pour les adultes, hein, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas écouté, hein, donc je ne peux pas vous dire. Par contre, le livre en dessous, c'est le livre que j'ai acheté à mes petites filles, Simplissime, le livre de relaxation le plus facile du monde. Il est super, super, super. Et d'ailleurs, ma plus grande petite fille l'avait amené à l'école et la maîtresse, elle a fait faire de la sophrologie à toute la classe. Et il est vraiment très, très simple. Après, comment relaxer vos enfants de 7 à 14 ans? Donc, il y a un peu les âges, hein, de Yves Davroux, qui est un grand sophrologue. Sophrologie, activité ludique. Vous avez aussi les âges de 3 à 12 ans. Communiquer pour vivre, alors ça, c'est pour les adultes. Hein, c'est sur la communication. Si vous connaissez Jacques Salomé, il est intéressant à lire. Efficace et épanoui par la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, une technique de communication qui est très intéressante aussi. Un petit livre, La communication non violente au quotidien. C'est un petit livre pour apprendre à communiquer au jeu sans communiquer au tu. Vous savez, le tu qui tue. Tu as fait ci, tu as dit ça. Tu, c'est le tu qui tue. Hein, en psychologie, on dit le tu qui tue. Et donc, on apprend à parler au jeu. Je ressens ceci quand tu m'as dit cela. Et pas tu as dit ça. Non, c'est l'inverse. On inverse, en fait, on parle au jeu. Et ça change beaucoup de choses dans la communication. Si ça vous intéresse, il n'est pas très grand, vous allez le trouver facilement. Lisez-le parce qu'il est intéressant. Et surmontez vos peurs. Alors là, le trouble panique et l'agoraphobie. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec une association de personnes phobiques, avec des grosses phobies. Et c'est super. Vraiment, il est très bien, ce livre aussi. Voilà. Voilà pour ma bibliographie. Ok, est-ce que vous avez des questions pour finir? Je vais vous mettre le lien du questionnaire qu'il faut penser à remplir, le questionnaire satisfaction. En attendant, si vous avez des questions, allez-y, on a encore un peu de temps. Rien, pas de questions dans le chat. Oh, il n'y a peut-être pas de questions. Tu as été parfaite. Hein. Oh non, et les solutions des détentes proposées, d'accord. Est-ce que vous intervenez dans les écoles? Alors, moi personnellement, non, mais il y a des sophrologues qui doivent intervenir. Alors, dans les collèges et les lycées, je sais qu'il y a de la sophrologie. Après, dans le primaire, je ne crois pas qu'il y en ait déjà. Est-ce que les profs sont formés à la sophrologie? Hélas, non. Hélas. Alors, les profs ne sont pas formés à la sophrologie, mais certains profs, notamment à Simone Veil, je connais une prof de SVT qui, avant chaque cours, avec ses terminales notamment, elle propose de la relaxation par la respiration. Voilà. Après, effectivement, les profs en soi, ça ne fait pas partie de leur cursus pour devenir prof. Voilà, tout à fait. Moi, j'avais rencontré une directrice d'école maternelle qui, au cours d'un colloque entre sophrologues, qui était sophrologue, elle faisait de la sophrologie avec les petits, mais alors de la sophrologie ludique, avec des balles, qui se faisaient des petits massages, des trucs comme ça. C'était la sophrologie adaptée. Ben, ces élèves, ils étaient super ravis. Et puis, quand la classe était complètement excitée, allez, hop, sophrologie, ça faisait descendre les tensions. Par contre, pour répondre aussi à votre question, la Mutualité française forme le personnel aux compétences psychosociales, et notamment sur Valbonne. Ça fait partie de ce qu'on fait à Valbonne. Donc, ce n'est pas de la sophrologie, mais c'est de l'éducation bienveillante. Voilà. Bien, peut-être que... Plus de questions. En tout cas, moi, j'étais ravie parce que vous avez été partie prenante dans cette soirée-là, où vous avez posé des questions, vous êtes investis, voilà. Donc, merci beaucoup de votre participation à tous. J'étais ravie, même si la visioconférence, c'est pas comme en présentiel, mais bon, c'est bien quand même. Au moins, on espère que la prochaine sera en présentiel. Voilà, Dominique. normalement, on fait tout ça en présentiel, mais bon.
Merci à tout le monde et n'oubliez pas de remplir le questionnaire satisfaction. Et la vidéo sera rapidement sur YouTube. Donc après, si vous voulez en parler autour de vous, n'hésitez pas. Bonne soirée, dormez bien. Voilà, et puis vous aurez les petits documents pour pouvoir faire les petits exercices de sophrologie, vous entraîner. Hein. J'envoie ça. Merci à tous. Bonne soirée. On vous laisse vous déconnecter. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. On vous entend pas, Isabelle, vous avez coupé le micro ou c'est peut-être moi qui... Non, oui, je disais au revoir et merci beaucoup. À la Merci à vous Merci aussi. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.